Donc, nous, on va présenter un travail sur le travail du sexe. La phrase ici à l'écran, ça démontre bien la problématique qu'on avait de trouver les victimes dans un contexte de prostitution. On va aussi voir tout au long du travail un petit peu la description de la population, les facteurs de risque ainsi que les conséquences à la victimisation sexuelle. On va aussi voir certains obstacles et les initiatives existantes en matière de prévention, puis finalement une discussion pour clore le sujet. Je vais vous parler de la description de la population visée. En premier lieu, on va parler de la littérature et les statistiques. 90% des travailleuses de sexe sont des femmes et des filles. 90% des clients sont des hommes. Et 80% des prostituées adultes au Canada ont commencé quand elles étaient mineures. La moyenne d'âge d'entrée dans la prostitution se situe entre 14 et 15 ans. Et l'âge moyen des filles et des femmes qui se prostituent en ce moment sont entre 13 et 25 ans. Ensuite, les personnes les plus à risque de se prostituer sont les jeunes en fugue. Dans le fond, quand ils vont fuguer, ils ont besoin d'une place pour aller abriter rapidement. Les jeunes qui sont en rupture familiale, donc aller faire de la prostitution, c'est une façon rapide d'avoir de l'argent et c'est dans le même but pour avoir un logement. Et les toxicomanes qui vont se prostituer pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter leur drogue. Mon second point, c'est les facteurs de vulnérabilité. Plusieurs facteurs vont pousser les femmes vers la prostitution et à les maintenir dedans. Donc, on parle de la pauvreté, le chômage, le racisme, l'exclusion sociale et les diverses formes de violence. Ensuite, on a aussi l'âge, l'état psychologique, les conditions de vie familiale, mais les facteurs les plus importants, je dirais, c'est la fugue pour les jeunes filles, le contexte familial qui sont marqués souvent par des violences et des abus, et aussi le fait qu'elles vont commencer à se prostituer pendant qu'elles étaient mineures. Et le dernier point, c'est par rapport à la précarité économique. Dans le fond, le fait qu'ils sont en manque d'argent, fait que ça va être un facteur assez risqué. Ensuite, le contexte spécifique de la victimisation sexuelle. Certaines des catégories de travailleuses de sexe sont plus à risque que d'autres. On parle celles qui vont travailler dans les rues, celles qui sont escortes, dans le fond, qui vont accompagner des fois leurs clients dans des activités ou dans des sorties. Il y a aussi celles qui travaillent dans les autos. Elles vont monter dans les autos avec leurs clients qui peuvent les amener n'importe où. Et aussi, il y a celles qui travaillent dans les maisons de prostituées ou, entre parenthèses, les maisons de crack house. Ces femmes-là sont encore plus à risque de subir de graves blessures ou même la mort. Et ça, c'est parce que souvent, les clients qui sont là-bas sont déjà eux-mêmes intoxiqués. Donc, pour nos agresseurs ou les prédateurs sexuels, comme on pourrait dire, la majorité des clients, ce sont des hommes, donc on parle de monsieur tout le monde. Mathieu cite dans son article que ce sont des hommes ordinaires de tout âge, toute profession, classe sociale et nationalité pour les clients. Et ensuite, on a les policiers qui sont censés protéger nos travailleuses de rue, mais qui deviennent des fois des clients et qui peuvent agresser aussi nos travailleuses de rue. Il y a bien sûr les étrangers, les inconnus qui voient où sont les clientes en tout temps. Et bien sûr les proxénètes qui vont des fois le violenter et les agresser. Aussi, c'est difficile de faire un portrait type du client en soi, mais il y a quand même des caractéristiques qu'on peut nommer. Donc on parle, ces clients-là, ou les agresseurs, ont souvent beaucoup de stéréotypes d'ordre sexuel, raciste et colonialiste. Donc il y en a qui vont faire comme par exemple, une femme africaine est plus sauvage, une femme asiatique est plus docile. Il y en a aussi qui sont ignorants et qui ont une méconnaissance d'autrui. Et souvent, ils vont être dominants et violents envers les travailleuses de sexe. Mathieu recite encore dans un autre article que la majorité des actes violents subis par les personnes prostituées, donc on parle de la violence verbale, physique, sexuelle, sont faits par les clients. Donc, je vais vous parler des facteurs de risque individuels. Comme ma collègue l'a mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs de risque de base. Les études démontrent aussi que d'être de sexe féminin, ça va venir augmenter le risque de victimisation sexuelle pour les dames qui exercent dans le domaine du sexe. La toxicomanie aussi, elles vont être doublement fragilisées. Donc, à cause si elles ont une dépendance, mais là, elles vont être plus pressées de faire les clients pour avoir de l'argent et ainsi, elles vont moins les filtrer puis plus se soumettre un petit peu à ce que les clients veulent pour avoir l'argent. Et aussi, à cause de la consommation, leur état de conscience va être altéré, donc elles vont être moins aptes à mettre ou à imposer leur volonté aux clients. Aussi, on va parler de l'isolement. Donc, les femmes, on va le voir un petit peu plus tard, il y a plusieurs facteurs de risque qui vont alimenter ça, mais l'isolement, c'est un facteur important aussi.
Puis, comme ma collègue l'a mentionné tout à l'heure aussi, le type de prostitution qui va être exercée va avoir un impact sur les facteurs de risque. Pour ce qui est des facteurs de risque sociaux, souvent les gens ils ont une mauvaise perception de la prostitution. Ils vont penser que ça amène la criminalité et de la violence, tandis que c'est le contraire. La prostitution existe déjà dans ces milieux où il y a de la criminalité et où il y a de la violence. Aussi, les gens vont vouloir souvent ne pas être associés avec une prostituée, donc ça va venir créer de l'isolement et aussi ça va faire en sorte qu'elles n'auront pas de soutien par rapport à leur environnement. La stigmatisation. Donc, au lieu de voir la prostitution comme un travail, les gens vont vraiment voir ça comme étant l'identité de la femme quand c'est pas le cas. Donc, elles vont être réputées pour mériter un petit peu les agressions. Pour ce qui est du client aussi, donc lui, il va souvent se dire qu'il dépense de l'argent, donc il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Donc, il va venir déshumaniser la femme. Donc, pour lui, elle ne possédera plus nécessairement de droits. Il va faire un petit peu ce qu'il veut avec. Et ça va lui procurer souvent un sentiment de pouvoir ou une excitation quelconque. Puis aussi, dans ce milieu-là, bien, souvent, les gens ils vont percevoir comme la violence comme étant un facteur normal. Donc, ils vont venir la banaliser. Puis, ils vont dire que c'est encore une fois un risque du métier. Ils vont utiliser beaucoup de qualifications péjoratives comme quoi c'est une classe sociale qui est plus facilement, qu'on peut plus facilement agresser sexuellement que les autres, puis c'est plus des proies faciles. Pour ce qui est des facteurs sociaux, facteurs de risque environnementaux, les lieux de travail sombres et isolés. Donc, souvent, les clients vont pas être en mesure, pas les clientes, mais les prostituées vont pas être en mesure de bien identifier leurs clients à cause que justement, ils vont faire ça vite et dans le secret. Aussi, quand elles vont être à l'intérieur des voitures du client, ben là, le client peut les amener n'importe où dans des endroits plus isolés où elle n'aura pas nécessairement accès à de l'aide facilement. C'est aussi malheureusement des conditions insalubres, puis c'est des environnements qui sont loin de toute ressource d'aide. Un autre facteur de risque aussi environnementaux, c'est les clients. Donc, eux, souvent, ils ne respectent pas l'accord établi de base. Ils vont demander, ils vont imposer d'autres pratiques sous la forme de menaces. Donc, souvent, ils vont être plus violents parce que, notamment, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, ils ont consommé, ils ont une mauvaise réputation, etc. Le dressage aussi. Les proxénètes, ils vont utiliser beaucoup le climat de peur. Ils vont forcer parfois les prostituées à faire des clients, justement, en maintenant dans le climat de peur, ce qui va créer une dépendance. Puis souvent, elles vont faire des choses qu'elles n'ont pas envie parce qu'elles ont peur. Quand les dames travaillent aussi pour des agences, bien là, souvent, c'est des secrétaires qui vont vraiment booker le rendez-vous. Donc là, souvent, ça va faire un contraire avec ce que le client veut. Et là, ça va amener de la violence par rapport à ça. Puis aussi beaucoup de rivalité entre le territoire des autres filles qui exercent dans le travail du sexe aussi. Donc finalement, pour les facteurs de risque juridiques et politiques, en fait, on va retrouver souvent les lois sur la prostitution. Ça va faire en sorte que les filles vont moins comprendre un petit peu à ce qu'elles ont droit. Donc, il va y avoir une mauvaise compréhension aussi. Ils vont penser qu'elles doivent automatiquement se cacher de la police. Souvent, pour travailler dans des lieux plus sécuritaires, un petit peu, si je peux dire, pour eux, ils vont devoir briser des lois. Donc, à cause de ça, ben, ils vont faire en sorte qu'elles vont travailler justement dans des endroits plus sombres, plus isolés. Donc, c'est plus dangereux. Aussi, il y a un manque de protection policière. Elles ne se sont pas nécessairement accrues. Donc, elles vont se tourner souvent avec des proxénètes pour assurer leur sécurité, ce qui amène d'autres conséquences, comme on a vu. Aussi, les lois contre les pimps, bien ça, encore une fois, ça va créer de l'isolement. Puis ça va faire en sorte qu'elles vont se rapprocher plus de cette classe sociale-là que du reste de la population. Donc, en ce qui concerne les conséquences de la victimisation sexuelle chez les travailleuses du sexe, c'est sûr que c'est quand même assez difficile d'avoir des données probantes sur la situation. Par contre, il y a quand même 3 recherches qui ont réussi à expliquer de façon formelle quelles sont les conséquences spécifiques. Tout d'abord, il y a une recherche qui a été menée en 2004 à San Francisco auprès de travailleuses du sexe, puisque cette étude-là a fait ressortir, c'est que le plus grand impact de la victimisation sexuelle chez les travailleuses du sexe, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Donc, c'est le choc, en fait, qu'elles ont subi après avoir vécu quelconque agression. Cette recherche-là dénote aussi que parmi les 82% des travailleuses du sexe qui ont énoncé avoir vécu des agressions physiques, 68% d'entre elles ont dit avoir été violées. Et parmi ces gens-là, d'autres ont mentionné avoir développé des symptômes physiques comme de l'arthrite, des problèmes neurologiques et cardiovasculaires, ainsi que d'autres infections comme le VIH ou les infections transmises sexuellement. La seconde étude, elle, a été menée en Thaïlande auprès de prostituées, encore une fois, en 2010, puisque cette recherche-là a fait ressortir, c'est qu'il existe aussi d'autres types de conséquences physiques chez les travailleuses du sexe.
Par exemple, le fait d'avoir subi de la victimisation sexuelle va faire en sorte que la travailleuse du sexe va vivre dans un climat de peur et aura tendance à moins négocier en fait le port du condom avec les clients, ce qui va amener des lacérations ou des déchirures, tant dans le contexte de l'agression sexuelle que dans le contexte de son travail. Puis ça va mener dans le fond au développement d'ITS, de VIH et aussi de grossesse non désirée. Puis la dernière étude, elle a été faite dans 5 pays différents, dont les États-Unis, la Thaïlande, la Zambie, ainsi que l'Afrique du Sud et la Turquie. Puis cette étude-là a souligné davantage les conséquences psychologiques de la victimisation sexuelle chez les travailleuses du sexe. Puis dans le fond, ce que ça a fait ressortir, c'est que outre le syndrome du stress post-traumatique qui reste encore très présent et qui est un symptôme psychologique important, on retrouve aussi un changement dans l'estime de soi, un changement dans la perception des autres et de soi-même, une tendance à s'isoler socialement, une tendance aussi à avoir peur d'aller vers les ressources. Puis on remarque aussi des changements au niveau de la personnalité de la travailleuse, ainsi que dans les types de relations qu'elle entretient avec les gens de son entourage et sa clientèle. Puis, selon Herman, ça pourrait se caractériser comme étant un stress post-traumatique complexe, mais la recherche en soi n'a pas fait état de ça. Et voilà. On va parler maintenant des obstacles spécifiques au dévoilement. Donc, les obstacles peuvent être liés à la société en général et à l'entourage des victimes. Donc, principalement à cause des mythes et des préjugés qui entourent ce type de victimisation. Donc, l'idée qu'une travailleuse du sexe ne peut pas être agressée sexuellement, on présume qu'elles sont forcément consentantes puisque c'est leur travail, ou alors que ça constitue les risques du métier. Les victimes peuvent donc ne pas se sentir légitimes à dénoncer ce type d'agression. On sait également que plus il y a de préjugés liés à l'agression, moins il y a de dénonciations. C'est plus facile de dénoncer une agression qui a lieu, par exemple, au coin d'une rue par un inconnu, parce que ça correspond plus aux préjugés de la société, alors que dans le cas des travailleuses du sexe, leur style de vie constitue une barrière à la dénonciation puisqu'elle ne correspond pas à l'idée qu'on a de l'agression sexuelle. Le fait que les travailleuses du sexe sont souvent isolées socialement fait qu'elles vont manquer de soutien et qu'elles vont moins dénoncer ce qui leur arrive. Donc le fait d'être isolée est également un obstacle à la dénonciation. Le fait qu'elles vivent dans un milieu très criminalisé avec beaucoup de violence entraîne également une sorte d'habituation à cette violence qui fait que la victime ne va pas forcément se rendre compte qu'elle est victime d'une agression. Elle ne va pas forcément s'identifier comme telle. Ça, c'est un point qu'on reverra dans le PowerPoint suivant. Le fait qu'il y ait un manque de services adaptés et un manque d'informations fait qu'elles ne savent pas forcément quels sont leurs droits et comment elles peuvent dénoncer cette agression. Concernant les obstacles liés aux victimes directement, donc on l'a évoqué au PowerPoint précédent, pour dénoncer une victimisation, il faut se savoir victime, s'identifier comme victime. Et le fait d'évoluer dans un milieu avec beaucoup de violence, où elles sont parfois aussi désensibilisées au niveau de leur sexualité, fait qu'elles ne se rendent pas toujours compte qu'elles sont victimes d'agressions sexuelles. Elles utilisent également beaucoup de mécanismes de défense comme la minimisation, le refoulement, l'évitement et beaucoup de dissociation également. Ça va être aussi un obstacle à la dénonciation. Elles s'auto-blâment aussi beaucoup. Elles se jugent responsables de l'agression et elles ont une faible estime d'elles-mêmes qui fait qu'elles ne se sentent pas légitimes à dénoncer cette agression. Elles éprouvent aussi beaucoup de honte et d'embarras par rapport à leur style de vie et par rapport parfois à ces agressions, et c'est également un obstacle. Elles ont souvent peur de ne pas être crues, d'être blâmées et d'être jugées. Enfin, il y a des obstacles liés directement à l'agresseur, donc que ce soit un client ou le proxénète.
elles ont peur des représailles, elles subissent souvent des menaces. Quand l'agresseur est le proxénète, souvent elles sont sous leur emprise, leur contrôle, et elles sont manipulées par leur proxénète. Et elles ont parfois peur de leur causer du tort. Concernant les obstacles spécifiques aux poursuites judiciaires, on l'a dit précédemment, il y a un manque de connaissance de leurs droits et un manque d'accompagnement. Elles ont, et ça c'est le point le plus important, une méfiance à l'égard de la police et du système judiciaire. Elle mentionne également le fait que la plainte soit recueillie par un policier masculin comme obstacle à la dénonciation. Elles ont parfois peur de devoir raconter toute leur histoire en cours, donc ça peut les empêcher de vouloir porter plainte. Elles manquent de preuves souvent sur ce qui s'est passé, sur leur agression. Les pratiques du système judiciaire et de la police sont aussi empreintes de mythes et de préjugés, et on sait parfois que les policiers peuvent être eux-mêmes clients et donc sont parfois dans le jugement avec les victimes. Et enfin, les coûts de la démarche peuvent les empêcher de se lancer dans une démarche, dans des poursuites judiciaires, puisqu'on sait qu'elles sont souvent dans une grande pauvreté. Au niveau de la prévention et des interventions, les ressources telles que la police, dont les polices patrouilleurs, quand il y a une déposition des femmes vis-à-vis d'une agression sexuelle, ils essaient de faire des brèves déclarations, puis c'est ensuite remis rapidement à des enquêteurs spécialisés dans les crimes sexuels afin d'éviter de revictimiser ces femmes-là. Il y a aussi une tentative d'approche sans jugement. Puis, dans plusieurs des cas, malheureusement, il n'y a pas de dénonciation par peur de représailles de son agresseur. Au niveau du service de santé, là aussi, il y a une tentative de ne pas juger les femmes lorsqu'elles arrivent pour se faire soigner. Si ce n'est pas déjà fait, ils font aussi un rapport à la police. Les blessures sont soignées, ils tentent de faire du soutien psychologique, de mettre les travailleuses du sexe en lien avec des travailleurs sociaux pour les aider à sortir de ce milieu-là si elles le désirent. Puis aussi faire du dépistage de ITSS ou de la prévention. Au niveau des organismes, il y en existe une panoplie au Québec, dont le CAVAC, la CLÉ, le PIPQ, le PITQ, CALAC. Ces organismes-là aident les femmes à faire des examens médicaux, des dépistages, des prélèvements, des traitements et suivis, et du soutien psychologique aussi. J'ai rencontré Carole Thériault du CALAX de Granby qui m'expliquait qu'elle travaille précisément avec les besoins de chaque femme individuelle, soit en rencontre individuelle ou en groupe, selon les objectifs de ces femmes-là. Elles font aussi des interventions féministes. Puis elle a observé que 86% des femmes qui viennent les voir, en fait, ont vécu une agression sexuelle dans le cadre de leur travail. Puis il y a une hausse de dénonciation depuis 2 ans, en fait depuis le hashtag MeToo. Elle a constaté que c'est passé de 130 nouvelles demandes d'aide à 200 par année. Dans les initiatives qu'il y a eu récemment, il y a l'opération Radar qui a été malheureusement pas un grand succès, car avec cette opération-là, ils ont isolé les travailleuses dans des environnements pas sécuritaires, faisaient aussi du profilage social et racial, puis ça favorisait la violence auprès de ces femmes-là. Dans Riposte à la violence à l'encontre des travailleuses du sexe, il y a une proposition d'intervention et de stratégie prometteuse pour réduire la violence, justement. Donc, ils souhaitent autonomiser les communautés, documenter les travailleuses du sexe, plaidoyer en faveur d'une réforme, promouvoir la sécurité, fournir des services de santé et psychosociaux, juridiques et autres, et renforcer la gestion et le suivi et l'évaluation auprès de ces femmes-là. Donc, finalement, ce qu'on a pu retirer de ces recherches-là, c'est qu'il y a un manque de visibilité et de connaissances au niveau de la population générale, mais aussi des travailleuses du sexe, que les obstacles au dévoilement sont la principale source quant au fait qu'il y a un manque d'informations et de recherche sur le sujet. Il y a aussi un besoin flagrant de reconnaissance du statut des victimes par rapport aux agressions qu'on fait sur les travailleuses du sexe.
La mentalité du consentement présumé aussi qui prend une place importante dans le sujet qu'on a travaillé. Il faudrait aussi informer la population et les médias afin de contribuer à diminuer les préjugés et faire de la prévention chez les hommes qui sont souvent les agresseurs, en plus de changer certaines lois canadiennes en prenant exemple sur d'autres pays qui ont décriminalisé la prostitution. En conclusion, il faut retenir que la population de travailleuses du sexe est beaucoup plus large que juste la prostitution. Les travailleuses du sexe sont souvent convaincues d'avoir le contrôle sur leurs actes, alors que ce n'est pas souvent le cas. Tout le monde peut potentiellement être un agresseur, surtout chez les hommes. Il y a aussi un manque important de ressources en matière d'intervention pour cette clientèle-là. Et finalement, les conséquences physiques, psychologiques et sociales sont souvent plus larges dans ce sujet-là que chez certaines autres populations.